Ce qui s'est passé en quelque sorte dans les 55 dernières années, c'est qu'il y a eu un reflux des positions occidentales un peu partout. Et le premier de ces reflux, c'est les Américains au Vietnam. Nous ne sommes plus en mesure de mener des guerres irrégulières. D'un moment d'expansion extraordinaire, nous sommes dans un moment de reflux accéléré. On tombe toujours sur le même problème très simple. Est-ce que la cause pour laquelle vous vous engagez, est-ce que pour cette cause-là, vous consentez à mourir, oui ou non? Bien, il se trouve qu'à la fin du XVIIIe siècle, nous faisons ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'est un changement extraordinaire, un véritable bond en avant, et l'Europe et les États-Unis sont les seuls au monde à avoir accompli cette mutation. D'un seul coup, on prend une avance extraordinaire. Par exemple, en 1683, c'est l'Empire ottoman qui assiège Vienne. 2 siècles plus tard, l'Empire ottoman il est complètement rétréci. C'est l'Europe qui s'approche et qui va l'abattre avec la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que tout s'inverse. Tout s'inverse. Le choc des civilisations auquel Samuel Huntington, un Américain, avait évoqué au lendemain de la guerre froide en disant ce qui nous attend maintenant c'est un choc de civilisation entre les Chinois, les musulmans et nous, etc. Le choc des civilisations, en réalité, il a eu lieu au XVIIIe et au XIXe siècle avec la formidable expansion européenne, essentiellement menée par la Grande-Bretagne, la Russie et la France, et qui a conquis en l'espace de, on peut dire, 100 ans, 120 ans maximum, tout le monde afro-asiatique, c'est-à-dire l'ensemble de l'Asie, colonisée ou semi-colonisée, comme on disait à l'époque, et l'ensemble de l'Afrique, qui échappe le Japon, en Asie, le seul, avec la révolution dite du Meiji, c'est-à-dire qu'ils se sont mis devant le péril blanc, c'est comme ça qu'ils le ressentaient, eux. Ils se sont mis à l'école de l'Europe en disant « bon, il n'y a qu'une seule solution, il faut qu'on les imite de façon à retourner contre eux leurs propres armes. » Et ainsi garantir notre indépendance. Et puis l'Éthiopie s'en est sortie, d'abord parce qu'elle était chrétienne, c'est-à-dire qu'on l'a moins visée, et ensuite parce qu'elle a joué des contradictions entre les Anglais, les Français, qui se disputaient l'Abyssinie à l'époque. Donc cette conquête a été totale. C'est d'ailleurs l'entreprise militaire la plus considérable de l'histoire humaine. Depuis 6000 ans, personne n'a véritablement occupé l'espace comme les Européens. D'ailleurs, il faut rappeler que au XVIe siècle et au XVIIe siècle, les Portugais et les Espagnols vont contrôler l'ensemble du continent américain, de la Californie jusqu'à ce qu'on appelait la Terre de Feu. Donc on avait donc le contrôle de tout. Et en face, désarroi. Désarroi, incompréhension. Comment ça se fait qu'ils sont devenus si puissants, eux qu'on a connus pas si extraordinaires que cela, puisqu'on les a battus plusieurs fois ailleurs, notamment avec l'expansion turque, qui menaçait jusqu'à Vienne. Il a fallu 80 années, c'est-à-dire 3 générations successives, pour qu'en Asie, très en avance sur l'Afrique, on finisse par comprendre pourquoi. Alors, la première génération, c'est l'ébahissement. Comment ça se fait qu'ils sont devenus aussi puissants, aussi performants, et avec des armées relativement peu importantes. Quand Bonaparte pénètre en Égypte, bon, il a une poignée d'hommes, mais admirablement organisés, armés de fusils, qui savent en rang frapper au bon moment. En face, il y a les Mamelouks qui estiment que, bon, mais qu'est-ce que c'est que ces types qui n'ont même pas de chevaux, on va se les faire. Et puis ils lancent leur charge, et puis les salves de Bonaparte vont absolument les faucher complètement. Voilà, le tournant se fait par exemple là.
Alors, à partir de là, il va y avoir une génération qui va commencer à parler soit un peu le français, soit un peu l'anglais, c'est-à-dire des urbanisés, et qui se disent mais d'où vient la supériorité de l'adversaire? Ça doit être probablement leurs institutions. Ils ont des partis, une chose inconnue en Asie. Ils ont un parlement, ils ont une constitution. On va essayer de les imiter. Alors, les Chinois vont faire la République chinoise au début du XXe siècle. Les Turcs vont faire la révolution des jeunes Turcs en 1908. On va se dire on va imiter ces mecs, etc. Puis ça ne suffit pas. Il va falloir attendre une troisième génération, celle qui va découvrir que l'idée force, qu'il faut retourner contre l'adversaire qui vous opprime, qui vous a colonisé, c'est le nationalisme. Une idée qu'ils ne connaissaient pas. Une idée totalement neuve, et c'est pour ça que les mouvements qui vont lutter contre le colonialisme vont s'appeler mouvements de libération nationale. Alors on a certainement apporté l'humiliation, on a certainement apporté l'exploitation, on a certainement apporté l'oppression, mais nous avons également apporté cette idée du nationalisme que l'adversaire, les adversaires ont pu retourner contre nous. C'est extraordinaire ça, c'est très important. Et alors, les circonstances vont aussi aider. C'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale va permettre aux Japonais, les seuls qu'on n'avait pas réussi à coloniser, qui avaient entre-temps travaillé ferme, ils avaient réussi à battre la Chine, une chose impensable autrefois, que le Japon puisse battre la Chine aujourd'hui, ça paraît, comment dirais-je, pensable. Ça ne l'était pas. Ils vont battre en même temps, quasiment à peu près à la même période, les Russes. C'est-à-dire qu'ils vont battre, pour la première fois, une nation non blanche, comme on parlait à l'époque, va battre une nation blanche qui est industrielle. Ils vont les battre en Mandchourie, c'est-à-dire sur terre, mais ils vont les battre à Tsushima, c'est-à-dire sur mer. Donc à plate couture. Formidable, le Japon existe et il va avoir évidemment des rêves aussi impériaux, la conquête de la Corée, etc. Et puis la crise de 29 va survenir. À ce moment-là, on ferme aux États-Unis toute espèce de débouché aux produits japonais. Et les Japonais, bon, ils sont coincés. Ils décident que finalement, une seule façon de s'en sortir, c'est l'expansion. Et ils vont déclencher la guerre en 1941. Ils vont battre les Américains aux Philippines. MacArthur est battu. Il part en disant « je reviendrai ». Effectivement, il va revenir un jour. Ils battent les Français, puisqu'ils dominent l'ensemble de l'Indochine. Ils battent les Britanniques. Ils prennent Singapour en 1942. La chute de Singapour, ça a été un drame. Ils vont mettre les pieds en Birmanie. Ils sont en Malaisie. Ils vont battre les Néerlandais en Indonésie. Java est sous leur botte parce que c'est très important du point de vue du caoutchouc, du point de vue des matières premières, etc. Bref, c'est une déconfiture complète et c'est la preuve qu'on peut battre les Blancs. L'idée que les Blancs avaient d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils appartenaient à une espèce supérieure, le social-darwinisme, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire le plus apte triomphe, eh ben, ils avaient prouvé qu'ils étaient les plus aptes à ce moment-là, mais ils ne le sont pas par essence, la preuve. D'autant plus que pendant la Seconde Guerre mondiale, on va se battre justement contre l'idée qu'il n'y a pas de race supérieure, ce que prétendait Adolf Hitler. Les mouvements de libération vont être des mouvements qui vont s'emparer d'une idée complètement neuve également, qui est l'idée d'un Chinois, Mao Tse-tung, qui au cours des années 20, 30, va élaborer une idée complètement neuve. C'est-à-dire qu'il ne pratique plus la guérilla. La guérilla, c'est quoi? La guérilla, c'est en somme une guerre d'irréguliers, sans uniforme, qui est là, selon par exemple Clausewitz, comme de tous les théoriciens du XIXe siècle, c'est des gens qui sont là pour harceler,
compte tenu de la surprise, une armée régulière. Ils vont lui infliger des pertes. Mais il n'est pas question qu'ils soient les vainqueurs. La guérilla ne triomphe pas, elle fait saigner. Par exemple, en Espagne, puisque le terme de guérilla vient justement de l'Espagne, bon, les guérilleros espagnols ont fait saigner les troupes françaises, on a dû perdre entre 100 et 200 000 hommes. Énorme, une véritable saignée. Mais on ne peut pas dire que les guérilleros espagnols ont gagné la guerre contre les Français. Mao dit, nous on veut dépasser la guérilla, nous voulons la guerre révolutionnaire, c'est-à-dire que nous voulons nous emparer du pouvoir. On veut le pouvoir. Et comment est-ce qu'on peut s'emparer du pouvoir? Eh bien, dit-il, il n'y a qu'une seule technique. Nous devons avoir des cadres que nous formons à cet effet, des cadres qui parlent la langue de la population, c'est-à-dire le langage des paysans, qu'on envoie dans les villages pour essayer de sensibiliser, mobiliser, organiser des villages et faire qu'ils vont nous appuyer, ils vont nous renseigner, ils vont nous donner leurs garçons, ils vont leur donner leurs filles, parce que nous pensons que les femmes, dit-il, sont la moitié du ciel. On veut mettre les femmes dans le coup. Quand on contrôle un village, on veut qu'il y ait 3 hommes et 3 femmes. C'est une nouveauté encore. Et alors donc, grâce à ce système de la guerre révolutionnaire, c'est-à-dire à cette mobilisation des masses, on n'a pas juste les combattants, c'est-à-dire les types qui ont envie d'aventure, qui ont envie de se battre. Non, on a un soutien de la population. C'est ce que nous, Français, nous allons découvrir en Indochine. On pense qu'on contrôle le pays. Eh bien oui, de jour on le contrôle. Mais la nuit, c'est l'autre qui contrôle. C'est lui qui peut rentrer dans les villages. C'est lui qui est bien reçu. C'est lui qui est ravitaillé. C'est lui qui est renseigné. Donc, grâce à Mao Tse-tung, on va passer à cette guerre révolutionnaire que les Vietnamiens vont comprendre les premiers parce qu'ils sont très proches. Ho Chi Minh, il a vécu en Chine. Giap, il a été formé par les Chinois. Donc, ils vont nous battre de façon complètement inattendue. Le Dien Bien Phu, c'est une bataille qui avait été préparée par les Français en disant « Bon, ben on va en finir avec ces types, on se met quelque part, assez loin des bases, et on va les attendre. Ils n'ont qu'à y venir, et alors, en race campagne, en quelque sorte, on va se les faire. » Ce qui n'avait pas été prévu, sauf par quelques types dans les services secrets, mais vous savez qu'on peut être écouté mais pas entendu, c'est très fréquent. Ils n'avaient pas imaginé qu'à 400 km de leur base, les Vietnamiens avaient la capacité de mobiliser suffisamment de gens pour que les paysans viennent en portant sur leur bicyclette 200 kg de matériel, que ce soit des munitions, que ce soit du riz pour le ravitaillement, etc. Les petits types sont venus en pagaille, et finalement, ce sont les Français qui se sont retrouvés coincés par un adversaire qui disposait d'une supériorité, d'ailleurs avec l'aide de canons chinois, etc. En tout cas, la bataille de Dien Bien Phu, ça a été une surprise. Il s'agissait de battre l'adversaire et on s'est trouvé, nous, battus. À partir de là, c'est la déconfiture, le partage, etc. En fin de compte, on peut dire qu'à partir de là, à l'exception des Britanniques une fois en Malaisie, il n'y a eu aucun succès notoire dans ce qu'on appelle la contre-insurrection. Bon, de ci, de là, aux Philippines, au lendemain de la guerre, etc. Mais l'adversaire comprend qu'avec une mobilisation complète des populations, on ne peut pas tenir. Alors à l'époque, ça passe pour être marxiste-léniniste. Avec le temps, on va s'apercevoir que le nationalisme peut jouer le même rôle. L'important, en quelque sorte, c'est de mobiliser les gens à l'aide d'une idéologie pour laquelle les gens consentent à risquer leur vie. Alors, si je me sens algérien, ben, d'accord, je veux me battre pour l'Algérie, je veux en finir avec la présence française, je veux en finir avec l'Algérie française, etc. Bon, voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous avons gagné militairement la guerre d'Algérie, d'où la déception profonde des généraux,
mais on l'avait perdu politiquement. C'est-à-dire que quand Charles de Gaulle a demandé aux gens, votez, est-ce que vous voulez continuer à rester français ou est-ce que vous préférez être indépendant? 95% des types ont dit, on veut être indépendant. C'est-à-dire que vous étiez politiquement battus. Or, c'est ça qui compte. La guerre n'existe pas en soi. Ce qui compte, c'est le produit de la guerre, c'est-à-dire le résultat de la guerre. Si la guerre ne mène pas à une victoire politique, elle est perdue. Bon, ce qui s'est passé en quelque sorte dans les, grosso modo, dans les 55 dernières années, c'est qu'il y a eu un reflux des positions occidentales un peu partout. Et le premier de ces reflux, de façon majeure, c'est les Américains au Vietnam. En 1965, les troupes américaines arrivent au Vietnam avec un sentiment de puissance considérable. Le général Westmoreland dit nous, on va régler ce problème assez rapidement. En 1955, les Américains sont en fait présents au Vietnam. Les Français s'effacent. C'est eux qui vont mettre Diem, un catholique, au pouvoir. Manque de chance, ce catholique au pouvoir se révèle très maladroit. Il reprend la terre qui avait été distribuée par les communistes et il le rend aux propriétaires, ce qui évidemment ne le rend pas particulièrement populaire auprès des populations. Il brime tous ceux qui ne sont pas des catholiques, et naturellement, ils sont 90% de la population, les non-catholiques, c'est-à-dire les bouddhistes. Les bouddhistes, il y a même des bouddhistes qui se brûlent, des moines bouddhistes qui se brûlent pour protester devant l'oppression. Il va également briser une des traditions les plus importantes du Vietnam, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des villages, le village vietnamien, il a son autonomie. Les anciens règnent. Les vieux règnent, c'est eux qui décident. Il était dit à l'époque, l'autorité de l'État s'arrête à la porte du village. C'est aux gens de dire, voilà, on vous donne tant pour les impôts, on vous donne tant de gens pour se battre, etc. Et lui, il dit, ça suffit, je ne veux plus de cette espèce d'autonomie, je veux contrôler chaque village, j'envoie mes hommes à l'intérieur des villages, je les installe. Évidemment, ça a beaucoup déplu. De surcroît, ils étaient évidemment corrompus et tyranniques, ce qui fait que les gens du Parti communiste, qui restaient dans le Sud, vont se révolter et ils vont avoir l'appui des populations. Là-dessus, les Américains arrivent en force parce que les troupes sud-vietnamiennes n'arrivent pas à combattre de façon efficace. Les Américains arrivent, alors avec leurs hélicoptères au début, c'est un choc très rude, c'est-à-dire qu'ils ont des moyens militaires que les Français n'avaient pas. Cependant, Giap, qui continue à être le maître d'œuvre de la stratégie des Vietnamiens, il dit, écoutez, il n'y a pas 36 solutions. Avec le langage particulier, il dit, prenez-les par la ceinture. C'est-à-dire, quand vous combattez, soyez tellement près de l'adversaire que l'hélicoptère ne peut pas bombarder vu qu'il ne peut pas être certain de qui il tue, nous ou eux. Donc il crée une technique de combat différente qui évidemment coûte cher en hommes, mais il y a une chose, c'est que du point de vue démographique, la démographie vietnamienne est vigoureuse. Et alors ça c'est très important, la démographie va être un des éléments majeurs, c'est-à-dire que il y a un siècle, en 1920, il y avait 33% de ce qu'on appelait à l'époque de blancs. Et ils dominaient le monde. Aujourd'hui, les Occidentaux, c'est-à-dire les ex-blancs, si vous voulez, pour changer de vocabulaire, représentent 12%, peut-être 14, 15, pas plus. C'est-à-dire qu'il y a un amenuisement considérable. La médecine a permis, si vous voulez, d'enrayer la mortalité infantile, ce qui fait que vous avez un doublement. Imaginez par exemple qu'en 1900, l'Italie, à elle seule, est plus peuplée que le Brésil ou plus peuplée que le Nigeria. À l'heure actuelle, le Nigeria
On vous dit c'est 200 millions de types. Le Brésil, pareil. Bon, ben voilà, c'est... Et l'Italie, c'est quoi? Bon, ben, 55 millions. Je veux dire que le nombre d'Italiens diminue chaque année. Donc il s'est produit un bouleversement du point de vue démographique fantastique, très très important. Et ça produit quoi? Quand vous êtes moins nombreux, ben, vous ne voulez plus perdre d'hommes. Pendant la guerre de 14, on a balancé en une matinée 20 000, 30 000, 40 000 morts. Aujourd'hui, quand vous avez 5 morts, on les amène aux Invalides. Le président de la République est obligé d'y aller pour dire que voilà, on regrette, ils sont morts, etc. Bon, voilà. Une modification impensable il y a simplement une cinquantaine d'années. C'est-à-dire que notre sensibilité, notre rapport à la mort s'est trouvé complètement modifié. D'ailleurs, je dirais grosso modo que l'arrière, c'est-à-dire le civil, est devenu pratiquement plus vulnérable que le combattant. Ce qu'il faut, c'est viser en quelque sorte sa sensibilité. Vous lui infligez des pertes, il ne peut plus les encaisser. Et il va dire la guerre dure depuis trop longtemps. Non seulement ça coûte cher, mais on perd des hommes, stop, arrêtez. Et M. Trump, bah, il se trouve avec la nécessité de retirer les troupes. Voilà, c'est comme ça qu'il explique que j'enlève de tel pays, je les ramène à la maison, etc. Il justifie une partie de sa politique en menant ce genre de combat. Donc ce qui s'est passé et ce qui se passe sous nos yeux, c'est une modification d'ordre démographique, une modification d'ordre psychologique, c'est-à-dire que l'arrière est devenu pratiquement plus important que l'avant, c'est-à-dire qu'il y a une dimension sociale de la stratégie, on est obligé de tenir compte du moral de l'arrière encore plus que du moral du combattant. À la rigueur, on peut avoir des combattants qui aiment le combat, après tout, c'est pas obscène. Si vous faites la guerre, vous pouvez aussi trouver que, bon, ben, on aime la chasse. Il ne faut pas croire que c'est, comment dirais-je, absurde. Dans la guerre, on veut les guerriers. Mais là, non. La victimisation a beaucoup joué. On déplore les victimes. Je ne dis pas que c'est bien et mal. Je ne juge pas. Je constate. C'est-à-dire que l'état des lieux, c'est qu'aujourd'hui, il y a davantage de, comment dirais-je, d'attendrissement pour la victime que de glorification du vainqueur. Voilà. Et nous sommes dans ce type de mentalité qui fait que nous ne sommes plus en mesure de mener des guerres irrégulières où l'adversaire a l'avantage de connaître nos faiblesses, ce qu'il ne connaissait pas jadis. Jadis, il n'avait pas de sanctuaire, il n'avait pas d'aide extérieure. Aujourd'hui, tout le monde a son sanctuaire. On peut se réfugier quand on est taliban au Pakistan. L'argent, ben, très longtemps, c'était l'URSS qui le donnait. Maintenant, on peut avoir un État comme l'Arabie Saoudite qui vous aide, pour certains. Donc, ces modifications sont très importantes et jouent pour les irréguliers. Et à l'inverse, ce type de guerre, si vous voulez, est devenu de plus en plus impopulaire chez les Occidentaux. Les Américains, par exemple, bah, ils veulent plus d'aventures militaires. Ils n'en veulent plus. Et M. Trump l'a d'ailleurs très bien compris. Il n'a pas fait une expédition pour essayer d'écraser les Iraniens. Il a dit, on va leur faire un embargo et ils vont souffrir. Et effectivement, c'était beaucoup plus intelligent que d'essayer de faire une guerre où il y aurait eu probablement un enlisement, parce qu'il y a 80 millions d'Iraniens et ils sont fortement nationalistes. Donc voilà comment dirais-je, le portrait général du dernier siècle qui fait que d'un moment d'expansion extraordinaire, nous sommes dans un moment de reflux accéléré avec du côté américain le premier échec politique qui était en quelque sorte une non-victoire militaire, le Vietnam. Il s'envoie en 1973. 18 mois plus tard, en 1975, les
Et ça va d'ailleurs s'appeler, du côté américain, le syndrome vietnamien. C'est-à-dire, c'est un syndrome de défaite. Quand le président George Bush, le papa de George W. Bush, au lendemain de 1991, la seule guerre classique menée par les États-Unis, c'est-à-dire on bombarde, et puis on arrête pour ne pas se débarrasser du régime de M. Saddam Hussein parce que ça aurait été rendre service à l'adversaire, l'Iran. M. George Bush déclare « America is back », c'est-à-dire on est de retour, voilà, c'est nous. Bon, sauf que lorsque l'URSS s'effondre, la même année, il va y avoir un sentiment de supériorité absolue chez les Américains. Ils se disent, bon, ben ça va, le monde est à nous maintenant, on exulte, on peut tout faire. D'ailleurs, la droite américaine de l'époque publie en 1997 un programme en disant « Le 21e siècle sera le siècle américain ». Et en 2001, immédiatement après septembre, c'est-à-dire avec le choc fantastique que produit l'attaque sur New York, inattendu, terrible, c'est la première fois que les États-Unis, depuis 1813, la première fois que les États-Unis sont frappés, parce que Pearl Harbor, c'est jamais qu'une île, loin. Là, ils sont frappés au cœur du continent, et en plus à New York, et en plus dans le symbole des symboles, les fameuses tours. Donc, du point de vue psychologique, c'est terrible. Tout de suite, il est décidé que, bon, bah, allez, on passe au châtiment, on va faire une expédition punitive, et très vite, quelques jours après, Paul Wolfowitz, qui est en quelque sorte le type le plus important dans la droite américaine de l'époque, dit « L'adversaire principal, c'est l'Irak. Il faut se tourner vers l'Irak. Nous allons faire de l'Irak un État démocratique. Et à partir de là, nous allons imposer un programme complètement nouveau. Nous allons créer un grand Moyen-Orient démocratique. Ce grand Moyen-Orient démocratique, c'est la dernière pierre qui manquait à notre domination du monde. Manque de chance, l'Irak se révèle un échec. Ça se révèle un échec dès 2004. Du point de vue contrôle des lieux, ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas assez d'hommes pour faire de la contre-insurrection. Ils importent des compagnies de sécurité qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la contre-insurrection, mais c'est des gros bras racistes, comme on l'est dans ces comment dirais-je, dans ces groupes-là. C'est-à-dire qu'on considère que le matériel humain que vous rencontrez, c'est jamais que des sous-développés. Voilà. On tire facilement, c'est-à-dire l'idée que vous puissiez essayer d'avoir des liens, non, pas question, c'est plutôt le mépris. En plus, il y a eu dans la prison de Abu Ghraib un scandale fantastique avec des photos qui ont circulé à travers le monde. Je me souviens de la photo la plus explosive, c'était un prisonnier masculin nu, à quatre pattes, tenu en laisse par une jeune combattante américaine. Alors ça a fait le tour du monde, et moi j'étais à Bagdad quand ça s'est passé, et les gens disaient, c'est comme ça qu'ils vendent la démocratie? C'est pas croyable. Alors, sous Saddam Hussein, quand on était fait prisonnier, on était forcément torturé. Mais personne ne vous humiliait sexuellement, au sens où c'est une femme qui vous promenait à quatre pattes. Non, ça, là, vous étiez en train de violer le tabou des tabous. Donc, la guerre psychologique était perdue. Or, dans la contre-insurrection, la guerre psychologique, c'est fondamental. À partir de là, bon, l'Afghanistan, c'était considéré comme un théâtre secondaire, lointain. Bon, les talibans avaient été battus, enfin les
ce n'était pas les talibans à l'époque. Enfin, les moudjahides étaient battus, ils s'étaient repliés quand ils avaient pu le faire du côté pakistanais, où il y avait d'ailleurs pas mal de patanes, c'est-à-dire la même ethnie était des deux côtés. Les Britanniques, quand ils se retirent, en général, ils laissent toujours une bombe à retardement, comme à Chypre, comme en Palestine, comme avec le conflit indo-indien, pakistano-indien, le Cachemire, etc. Donc, il se trouve que les Pakistanais, qui étaient supposément des alliés des Américains, n'ont pas cessé, en fin de compte, de recevoir l'argent des Américains et d'en passer une partie à organiser ceux qui vont s'appeler les talibans, c'est-à-dire des jeunes Pashtuns, à qui on va dire, bon, bah, l'ennemi c'est les États-Unis, allez vous battre, etc. Et bon, bah, voilà, aujourd'hui, 20 ans après, malgré la présence de 150 000 hommes du côté américain, plus 180 000 supplétifs des mercenaires, appelés compagnies de sécurité, plus les alliés, les Français, les Britanniques, bien d'autres. Enfin, on a eu jusqu'à 350 000 types qui étaient là. Et en fin de compte, aujourd'hui, on a légitimé les talibans puisque M. Trump leur a dit, bon, bah écoutez, voilà, on discute avec vous. Du moment où vous ne laissez pas passer les types qui sont encore plus islamistes que vous, ça va, on traite avec vous. Bon, c'est un fiasco. Fiasco en Afghanistan, en Irak, fiasco. En Syrie, bah, on a vu, finalement, ça a profité à la Turquie. Une Turquie qui aujourd'hui se révèle, bien que membre de l'OTAN, un allié plus qu'ambigu, avec des liens circonstanciels avec la Russie, qui est un vieil adversaire, mais enfin avec laquelle ils s'entendent. Ils veulent leur acheter des moyens de défense russes, le S-400, que les États-Unis réprouvent. L'Europe se voit face à un chantage de la Turquie, hier qui n'était rien, aujourd'hui qui avec M. Erdogan devient une espèce d'État expansionniste à la tête du sudisme aidé par les frères musulmans et qui prétend disputer le plateau continental en Méditerranée, qui vient de marquer des points indiscutablement en Libye, qui étend son influence un peu partout dans la Corne de l'Afrique, qui a aussi des points de fixation dans les Balkans, au Kosovo, en Albanie, etc., et qui nous fait un chantage sur les 3 millions de réfugiés qu'ils nous disent « Attention, si vous ne pliez pas à mes demandes, je les lâche sur vous, et de toute façon, il faut payer pour que je puisse les nourrir ». Bref, nous nous trouvons dans une situation qui est une véritable surprise pour les gens qui regardent un peu en arrière, 30 ans, un monde qui a complètement changé, où nous sommes à la fois divisés en Europe, avec ceux qui ont plutôt peur des Russes, ceux qui sont absolument pas démocratiques, comme la Hongrie ou la Pologne, et puis des États où on a une pénétration chinoise. Regardez la Grèce avec le Pirée, regardez même les ports italiens. En fin de compte, en dehors du noyau initial franco-allemand et avec le Benelux et puis quelques États qui appartiennent vraiment à l'Europe occidentale, bon, ben, nous sommes 60 ans après le début de la création de l'Europe dans un état de désunion poignant. Et c'est la dernière chance, en quelque sorte. On va tenter de faire quelque chose, mais on peut, si on est, comment dirais-je, raisonnable, on peut avoir quelques doutes sur la capacité des Européens à se ressaisir, dans la mesure où il y a les Américains, en tout cas les Américains de M. Trump, qui s'appuient sur la partie la plus conservatrice, avec M. Pompeo qui est allé rendre visite aux Slovaques, aux Baltes, aux Polonais, aux Hongrois, avec les Chinois qui travaillent en sous-main,
Et puis nous qui essayons, nous j'entends les franco-allemands qui essayons de colmater les brèches, voilà, on a des difficultés auxquelles nous faisons face. Donc en somme, le reflux de l'Occident, il est net. Il est net. On n'a jamais été, depuis 2 siècles, dans une situation aussi négative. En ce qui concerne le Sahel, d'abord il faut revenir à 2011. En 2011, M. Sarkozy, essentiellement, organise, grâce à l'aide des Britanniques, et couvert du point de vue aérien par Obama, organise en principe une défense de la population de Benghazi. C'est-à-dire qu'on s'est engagé là-dedans pour sauver les gens de Benghazi qui étaient menacés par M. Kadhafi de répression profonde. Dans la pratique, on ne s'est pas occupé de Benghazi, on s'est occupé de mettre à bas le régime de M. Kadhafi et on l'a même liquidé. Quels sont les réseaux obscurs qui ont poussé ceux qui l'ont fait? On a émis un tas de choses autour de la personnalité de M. Sarkozy, de l'aide qu'il aurait reçue pour sa réélection par Kadhafi, etc. etc. Là-dessus, bon, moi je n'ai pas de preuves, donc je cite simplement ce qui a été dit. En tout cas, tout ça est couvert d'ombre. Kadhafi, on pense ce qu'on veut de Kadhafi. Une chose certaine, il tenait le pays au sens où il y avait des islamistes, il les contrôlait, il y avait des Touaregs, il les contrôlait. Bref, lorsque le régime s'est effondré, tout le monde est sorti dans ceux qui voulaient sortir, c'est-à-dire qu'il y a eu ceux qui voulaient émigrer vers le nord, l'Italie, etc. Les Touaregs, eux, sont descendus vers le Sahel, les islamistes naturellement aussi. En d'autres termes, le dégât collatéral a été considérable et s'est manifesté très rapidement, dès 11-12, au Mali. La France, à l'époque, avec M. Hollande, a décidé, à juste titre, de sauver Bamako. Bon, ils sont arrivés avec quelques troupes et bien accueillis par la population. Et puis ça s'est enlisé petit à petit. C'est-à-dire que le Mali aujourd'hui, bon, c'est un coup d'État, prévisible d'ailleurs, soit dit par parenthèse, mais enfin bref, c'est un coup dur. Entre-temps, ça s'est gangréné au Burkina Faso, ça s'est gangréné au Niger. Bref, l'ère, disons, d'expansion des islamistes est considérable. En face de ça, qu'est-ce qu'on a? Bon, 5000 hommes, avec quelques unités qui viennent de pays européens, mais enfin peu de gens, une aide américaine. On n'a rien avancé. On peut dire que la situation aujourd'hui est plus mauvaise qu'au début. Ça s'appelle un pourrissement. Alors on peut toujours raconter que comme l'ex-général Facon, que la situation s'est améliorée, etc. Mais enfin, c'est ce qu'on appelle en anglais wishful thinking, c'est-à-dire se faire plaisir en rêvant à une solution qui n'a pas lieu. Voilà. Nous marchons au Sahel vers l'impasse. On n'a pas les moyens de fournir quoi que ce soit de décisif. Et une chose importante également, les armées, comme l'armée malienne, ou l'armée burkinabé, ou l'armée nigérienne, que nous avons formées, que nous formons, sont des armées qui n'ont aucune volonté de combattre. Or, une armée qui n'a pas de volonté de combattre, on peut lui donner les meilleures armes, on peut lui donner tout ce qu'on voudra, ça ne fait pas une armée. Une armée, c'est d'abord la volonté de combattre. Et qu'est-ce qu'on a en face? On a en face des gens pas très bien armés, mais avec une volonté absolue de se battre et d'y arriver, et qui acceptent justement de mourir. C'est-à-dire qu'on tombe toujours sur le même problème très simple. Est-ce que la cause pour laquelle vous combattez, quelle qu'elle soit absurde,
qu'elle soit, comment dirais-je, répréhensible, peu importe. Est-ce que la cause pour laquelle vous vous engagez, est-ce que pour cette cause-là, vous consentez à mourir, oui ou non? Voilà, c'est ça. Dans la guerre, il faut savoir que on se lance là-dedans et c'est tout. C'est vaincre ou mourir. Bon, et même nous, finalement, bon, ce qu'on veut, c'est ne pas perdre d'hommes. Quand on en perd 2-3, c'est dramatique. Donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas engager, avec une chance de succès, une guerre de ce type. Les Américains l'ont fait plusieurs fois. Ils avaient des moyens infiniment meilleurs, infiniment plus puissants que nous. Et ils ont échoué. Et nous, on ne fera pas mieux. Donc, il faut tirer des leçons de tout cela et pas se raconter des histoires. Je pense que c'est très important de se regarder au miroir sans complaisance, de comprendre exactement ce qui se passe, d'expliquer clairement les choses et de constater que ce reflux est un fait et qu'il ne faut pas connaître d'erreur. L'Allemagne hitlérienne a été battue. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont fait, le 8 mai 1945, une reddition sans condition. C'est donc admettre la défaite. Nous, je veux dire les Occidentaux, il n'y a pas eu de défaite absolue, en dehors de, disons, de la bataille perdue de Dien Bien Phu. Il n'y a pas eu de défaite absolue, c'est-à-dire qu'on n'a pas gagné, les Américains n'ont pas gagné, les Américains n'ont pas été écrasés non plus. Nulle part, on peut dire, les troupes américaines ont été réduites à néant et un maréchal ou un général américain a été obligé d'aller signer la paix en disant « voilà, ben on a tout perdu ». Non, ce sont des non-victoires, c'est-à-dire que ces non-victoires montrent que malgré l'argent que vous avez mis dans l'affaire, les années que vous avez passées sur le terrain, le nombre d'hommes que vous avez perdus, vous n'avez pas pu l'emporter. C'est une non-victoire. Et une non-victoire se solde par un échec politique. Or, dans la guerre, l'important, c'est son produit. Est-ce que vous avez un bénéfice politique ou bien est-ce que c'est un échec politique? Eh bien, nous avons collationné les échecs politiques. Voilà pourquoi je parle de non-victoire. Il n'y a pas besoin, en définitive, pour l'adversaire, c'est-à-dire pour celui qui fait une guerre irrégulière, de battre l'armée régulière. Ce qu'il faut, c'est l'écœurer, c'est qu'elle finisse par partir parce qu'elle n'est pas chez elle et qu'en fin de compte, comme elle n'a pas gagné, eh ben, l'opinion publique en a assez.